l'année dernière, lorsqu'on l'a publié, c'est-à-dire on l'a sorti effectivement au mois de février, mais nous sommes au mois de mars maintenant, avril même. Alors, au lieu de dire une vision du Maghreb, j'ai apporté une révision du Maghreb. Révision dans le sens que l'ouvrage, pour moi, ça a été un moment de réflexion, un moment d'étude, mais entre-temps, j'ai essayé d'approfondir, d'améliorer encore le travail tel qu'il a été présenté. Peut-être pour commencer, je vais vous donner globalement un peu le bilan, le plan d'exposé. Un petit historique pour ce projet. Ce projet n'est pas proprement un projet de recherche, mais c'était une commande de l'Organisation internationale du travail. Autrement dit, c'est une étude qu'on a réalisée selon les termes arrêtés par le Bureau international du travail, qui pour l'histoire, c'est assez défi pour nous. Le 1er décembre 2015, je reçois une note au niveau du CREAD. On dit, Monsieur Musette, voilà, le Bureau international nous demande de réaliser une étude, la fuite des cerveaux dans le pays du Maghreb. Dans les 15 jours, il faut remettre un rapport méthodologique, et 15 janvier, il faut remettre le rapport définitif. Autrement dit, pratiquement, ils ont décompté la période des vacances, donc c'est un mois de travail. Un mois de travail pour sortir une étude. Donc, dans les thèmes de référence, il y avait 8 points, pratiquement 8 chapitres qu'il faut développer. Le dilemme pour nous dire au CREAD, est-ce que, selon vos compétences, selon les collègues qui sont avec vous, est-ce que vous pouvez rendre ce travail? Pour une somme, je ne vous le cache pas, on m'a donné 25 000 $ pour faire ce travail en un mois. Et il fallait le faire, relever le défi. Je me suis dit, on tente le tout pour le tout. C'est-à-dire, le capital qu'on a, premier défi, il n'existe pas de données. Et en un mois, on ne peut pas réaliser d'enquête non plus. Donc, aller produire les données, ce n'était pas possible. Aucun ministère en Algérie ne dispose des données statistiques, ni les affaires étrangères, ni l'ONS. Comment faire? Bien qu'on dispose d'une petite littérature, il y a beaucoup de discours sur la fuite de cerveau. Tout le monde en parle, mais personne n'a pu le mesurer. Chacun donne des chiffres comme ça au hasard. Plusieurs personnalités même ont avancé des chiffres abracadabrants pour dire 100 000, 200 000, on aurait pu dire 400 000 cadres qui sont partis, chacun donne des chiffres comme ça, sans aucun appui. Alors pour moi, c'était trouver maintenant le défi à aller tenter de mesurer ce phénomène. Première des choses, je me suis dit, on va concentrer sur les données étrangères, c'est-à-dire produites par les statistiques étrangères. Il fallait chercher auprès de l'INSEE la base de données de l'enquête emploi, rentrer dans la base, essayer d'exploiter, retirer ce qui nous intéresse pour le Maghreb, les 5 pays du Maghreb, et comme par hasard, dans la même période, l'OCDE vient de sortir les premières données sur les migrations internationales, notamment sur la fuite des cerveaux. Les données de l'OCDE, ils le sortent chaque 10 ans. Donc en 2000, ils avaient sorti un chiffre, en 90, ils ont sorti un chiffre, en 2000, ils ont sorti un chiffre, en 2010,
les données sont sorties 3 ans après. Donc je suis rentré dans la base de l'OCDE, essayer de triturer, mais obtenir des données brutes. Autrement, que ce soit l'INSEE, que ce soit l'OCDE, voilà mes bases de données à partir desquelles j'ai commencé à réfléchir avec toute une équipe autour de moi, une équipe pluridisciplinaire que j'ai réunie, politologues, économistes, statisticiens, psychologues, géographes, pour faire un premier travail. En effet, après l'exploitation de toutes ces données, j'ai pu sortir un premier produit. Un produit qui est quand même acceptable. Donc, au fin janvier, j'ai remis le travail, qui était l'expérience algérienne. C'est-à-dire, j'ai travaillé strictement sur la fuite des cerveaux dans les pays du Maghreb de manière générale, avec un focus sur l'expérience algérienne. Alors, le premier travail sorti, ça a été transmis à Genève pour que les experts de Genève valident. On voit s'il n'y a pas, si on n'est pas sorti, si les données sont correctes, donc à travers une expertise internationale. Le travail validé, mais je n'étais pas encore satisfait. Alors j'ai demandé à l'Organisation internationale du travail, je lui ai dit, écoute, moi le travail que j'ai fait est intéressant. J'ai parlé de l'Algérie, mais je veux avoir aussi, s'il dispose un peu d'argent de plus, organiser un atelier maghrébin. Donc, ils ont joué le jeu, ils me donnent un peu d'argent en plus pour organiser la prise en charge des experts du Maroc et de la Tunisie, même de la Mauritanie qui sont venus. Alors là, j'ai eu une autre vision. Autrement dit, moi, l'équipe algérienne qui a travaillé, je l'ai ventilé aux experts du Maroc, de la Tunisie et Mauritanie. Ils sont venus, on a organisé une conférence, un atelier technique, où chacun a développé maintenant leur expérience. Le Marocain a apporté une analyse économique, une analyse géographique. Les Tunisiens sont venus, de professeurs tunisiens, ont développé leur analyse beaucoup plus économique sur la fuite des cerveaux. Et le Mauritanien, il y a eu un collègue mauritanien qui m'a donné un aperçu sur la fuite des cerveaux au Mauritanie. Donc, toutes ces données étaient intéressantes. Là, maintenant, il fallait faire un travail, de nouveau, un travail mis en cohérence pour donner une suite logique. Avril, juin, j'arrive à sortir un document qui est acceptable. Je le soumets encore à l'expertise. Je dis maintenant, je veux sortir un ouvrage. Elle demande, je reviens encore avec l'OIT, je dis, je veux sortir un ouvrage, il y a deux choix. Soit on le fait en coédition, le CREAT et l'Organisation internationale du travail, ou alors il le publie à Genève. Il m'a dit non, puisque c'est un produit maghrébin, eh ben, on va le faire en Algérie même. Donc voilà un peu l'histoire, comment ce produit est sorti. Donc dans l'ouvrage, il est scindé en deux parties. Une partie focalisée sur l'expérience algérienne et avec des compléments d'analyse. Complément d'analyse parce que lors de l'atelier de restitution au mois d'avril, les collègues m'ont soulevé, ils m'ont dit qu'il y a une partie historique qui manquait dans ce travail, donc il faut le compléter par des éléments d'histoire. Et il y avait aussi un autre phénomène qu'on avait mis en lumière, c'était la fuite des médecins. Donc il fallait faire appel à un économiste de la santé pour pouvoir mesurer la fuite des médecins d'Algérie. Lorsqu'on parle de la fuite de cerveau, généralement, tout ce qui a été fait était connu, plus ou moins, mais c'était surtout un seul profil qui a été mis en lumière, dont les Français ont réalisé beaucoup de travaux sur les ingénieurs. Mais sur le médecin, c'était une découverte. Et là, c'est le plus qui est apporté par cet ouvrage, de mettre en lumière qu'il n'y a pas que les ingénieurs, mais aussi les médecins maghrébins qui sont en train de quitter le pays.
Et il fallait le mesurer selon les normes internationales. Voilà un peu, disons, la manière dont, disons, cet ouvrage a été conçu et son itinéraire pour arriver à un produit aujourd'hui qui est mis sur le marché, qui est disponible aussi, une première partie sur Internet qu'on a diffusée. C'est un travail qui, pour moi, me semble acceptable à différents points de vue, parce que c'est devenu une référence maintenant pour le Maghreb, en référence aussi pour les analystes maghrébins, les analystes européens sur la fuite de cerveau dans nos pays, en sachant que les statistiques françaises, bien qu'il existe des données communautaires, des données par pays, mais comme vous savez, en France, il y avait interdiction de sortir des données ethniques, des données par pays. Donc, il dispose de l'information qui n'était pas publiable. Il est interdit. L'OCDE venait de sortir, mais l'OCDE parlait beaucoup plus. Il parle de migration, de brain drain, mais de brain drain dans un aspect des personnes, des migrants de niveau supérieur. Alors moi, mon travail, ce n'est pas les niveaux supérieurs qui m'intéressent, mais c'est les diplômés du supérieur. Donc la nuance que j'apporte aux statistiques de l'OCDE, c'est de dire le niveau est une chose, mais le diplôme c'est autre chose. Et vous allez voir les premières données qu'on va vous montrer, et là je l'ai actualisé ici dans la présentation. Pour ça aujourd'hui, là c'est une révision même de l'ouvrage. Sur le plan théorique, donc il y a tout un aspect théorique, vous savez, dans la migration des compétences ou la fuite de cerveau, on utilise plusieurs concepts, mais qui ne veulent pas dire la même chose. On parle de travailleurs autrement qualifiés, on parle de compétences, on parle de cerveau, on parle de migration scientifique. Alors moi, mon objectif, c'est d'aller vers les scientifiques. Donc, la fuite de cerveau, c'est une ancienne théorie, datant de plus de 50 ans. Tout le monde en parle. Il y a trois grandes théories qu'on a revisitées dedans. La théorie des réseaux diasporiques, théorie de transfert d'argent et théorie de migration circulaire. Cette lecture, pourquoi c'est important? De dire, faut-il toujours réfléchir sur le départ des scientifiques de nos pays selon la vision européenne ou bien selon notre propre vision? Selon la vision européenne, lorsqu'il parle de réseau diasporique, il vous dit, et on viendra dans les détails tout à l'heure, quelques éléments théoriques pour vous situer là-dessus. Deuxième partie, je vais aborder la tendance récente dans les pays de l'humain, donc j'ai pris les 5 pays, et on va voir les progressions entre, ici c'était 2000-2010, mais j'ai introduit aussi 1990. Et dedans, quand je parle de migration de compétences, ou fuite de cerveau, il y a un élément qui nous a semblé le plus important, c'est, en anglais ils disent le brain drain, et vous pouvez le transformer en brain gain. Nous, on a introduit un nouveau concept, c'est le brain waste, le gaspillage de cerveau. Vous allez comprendre comment on a démontré qu'il y a gaspillage des cerveaux. Et pour terminer, je vais donner quelques pistes de recherche. On va dire que cette recherche n'est qu'un début parce que pour la première fois, dans nos pays, on a une véritable mesure de la fuite des cerveaux. Maintenant, on peut dire, on connaît plus ou moins, on a fait un diagnostic. Est-ce maintenant? Nous avons posé le diagnostic, nous avons arrêté un certain nombre de pistes
mais on ne prend aucune décision aux décideurs des pays, à chaque pays de prendre la décision. C'est un peu aussi, dans la préface, le directeur de l'OIT, il dit que nos pays doivent arrêter de se larmoyer régulièrement, dire que vous êtes en train de perdre, qu'on n'a pas la possibilité de combattre cette fuite. Elle dit, pour le directeur de l'OIT, il faut que nos pays passent à l'offensive, ne pas jouer sur la défense. Comment transformer le Maghreb en pays attractif des compétences? Donc tout l'objectif, tout l'argumentaire va vers cet objectif. Ne plus dire, on est en train de perdre, les pays sont en train de voler nos compétences, mais nous, qu'est-ce qu'on en fait? On ne fait que rester dans le même discours, le refrain. Donc il faut modifier le discours. Dire, maintenant, il faut passer à l'offensive. Il faut construire l'attractivité du Maghreb. Alors, le brain drain, sens et débat d'idées. Le débat a commencé sur le plan, au niveau universel, déjà dans les années 60. Vous savez, ça a été inventé par les Anglais, la notion de brain drain. Mais les Anglais, eux, ils avaient constaté un élément qui récemment a été mis en œuvre, a été révélé par les historiens pour dire comment l'Académie des sciences royales posait le problème à l'époque. L'Académie des sciences voyait qu'en Angleterre, les PhD anglais quittaient l'Angleterre pour aller vers les États-Unis. Regarde le niveau de brain drain qu'il parle. PhD en médecine qui quittait l'Angleterre, qui désertait l'université pour aller vers les États-Unis. Donc c'était un mot inventé par la presse finalement. Le brain drain, pour dire que l'Angleterre doit se ressaisir pour ne pas perdre les meilleures des compétences. Je ne parle pas de niveau supérieur, niveau licence, ou des étudiants qui parlent. Le brain drain, au fond, ce n'est pas des étudiants que vous envoyez à l'étranger, qui sont formés à l'étranger, qui partent. Le brain drain, ce sont des compétences que vous avez formées dans votre pays, qui occupent des hautes fonctions dans le pays et qui quittent le pays. C'est là le véritable sens de brain drain d'origine. Et on s'est attaché à ce sens initial. Parce que souvent on fait la confusion. Dans la presse, les journalistes souvent parlent de brain drain pour dire tous nos étudiants sont en train de partir. Les étudiants qui partent faire leur formation à l'étranger, ce n'est pas du brain drain. Et je vais vous démontrer, disons, là où on a le véritable perte. Parce que lorsqu'on a investi sur la formation, on a formé dans notre pays, et que ces personnes occupent des fonctions et qu'ils quittent leurs fonctions pour aller à l'étranger, tel par exemple, si on a formé un prof en cardiologie, en chirurgie, il est en fonction, il occupe un bloc opératoire, il a toute une équipe autour de lui, et qu'il abandonne ce poste, et qu'il est le mieux payé en Algérie, dans la fonction publique, et qu'il quitte ce poste pour aller vers un cabinet étranger, là c'est une perte de cerveau. Quand vous avez formé des pilotes qui ont 2000, 3000 heures de vol de longue distance, l'argent que vous avez investi dans sa formation et qu'il fait fonctionner votre flotte, et que ces pilotes partent à l'étranger, là c'est des compétences, des cerveaux que vous perdez. Troisième exemple, quand vous avez formé des ingénieurs dans le forage, nous sommes un pays producteur, et quand ces personnes connaissent parfaitement le type de technique, maîtrise des techniques,
et qu'ils sont cooptés par une entreprise étrangère pour aller travailler pour cette entreprise, c'est un cerveau que vous perdez et vous allez mettre des années encore pour les former. Voilà les 3 types d'exemples phares qu'on met en œuvre. Alors, à l'époque, les débats disaient, mais il faut arrêter cette vision pessimiste. Cette vision pessimiste de dire les chercheurs, les intellectuels, les professeurs doivent être au service de la science, et la science universelle. Hein? Il dit, vous ne pouvez pas le garder dans un pays du tiers-monde. Vous n'avez pas l'environnement pour qu'il évolue. Il faut qu'il serve l'humanité. Donc, ils nous disent, arrêtez avec cette vision pessimiste. Il faut adopter une vision optimiste. Dire que les cerveaux participent au bien-être de l'humanité. Mais quelle humanité? Au détriment du pays. Je me souviens, il y a un jour, un président africain qui disait, imaginez-vous, tout un village qui a investi dans la formation d'un jeune du village, qu'il a pratiquement investi toutes les richesses, tous les voisins, toute personne ont contribué pour qu'il devienne un médecin, pour qu'il sert le village. Le jour où il obtient son diplôme, il se marie avec la fille d'un village d'à côté et il part, il abandonne le village. Et il ne vient même plus voir la famille. Alors le président africain disait, il dit c'est comme un traître, parce qu'on a tout fait pour qu'il sert le village. Aujourd'hui, regarde, une question de sentiment, il est allé. Personne ne l'interdit d'aller dans l'autre village. Mais ce qu'on souhaiterait qu'il revienne de temps en temps, qu'il investisse aussi chez nous. Parce que tout le village a investi dans sa formation. Ça, c'est, disons, un peu la morale africaine. Hein. On va passer rapidement sur les grandes solutions qui sont proposées. Parce que quand on nous dit, il faut accepter la mobilité. Ah oui, le grand mot aujourd'hui utilisé, la mobilité des compétences. Qu'est-ce que ça veut dire, mobilité des compétences? Hein? On dit de toutes les façons, toute la littérature a démontré, vous aurez quand même quelque chose en retour. C'est quoi ce quelque chose en retour? Première théorie, hein? C'est le réseau diasporique des scientifiques. On nous dit de toutes les façons, le scientifique, il a besoin d'un environnement sain, un environnement propice pour qu'il puisse évoluer, travailler. Il a besoin de son écosystème, avec tous ses laboratoires, avec tous ses chercheurs, tous ses techniciens, pour qu'il puisse évoluer. Il dit, ces réseaux... Donc, la thèse globale qui est évoluée, la mobilité des cerveaux s'inscrit de plus en plus en termes d'appartenance à une communauté scientifique. À quoi ça sert un médecin dans un quartier, dans un petit village, dans une petite ville du tiers-monde, s'il peut être utile à l'humanité dans un grand laboratoire aux États-Unis, ou dans le Silicon Valley, ou bien en Allemagne? Là-bas, il serait mieux. Et ensuite, on peut organiser de temps en temps, parce qu'il a son réseau là-bas où il va développer, et de temps en temps, vous aurez des retours dans le pays. Et là, on se dit, bon, c'est vrai qu'un peu partout, il y a des associations. Association des médecins, association des ingénieurs. Aujourd'hui, nous avons des réseaux, hein, des réseaux qui se construisent. D'accord, c'est une première forme de compensation. Deuxième théorie, sur le transfert. Passe au prochain diapo, s'il te plaît.
dit, les compétences, ils contribuent au développement des pays d'origine, parce que ces compétences, ils sont dans des hautes fonctions à l'étranger, ils gagnent beaucoup d'argent, même s'ils ne transfèrent pas régulièrement, comme les ouvriers, chaque mois, ils vont envoyer 100 dollars. Ou là, chaque trimestre, ils vont envoyer 1000 dollars pour la famille. Mais les compétences, eux, vous savez, quand ils partent en famille. Donc tout pour dépenser là-bas. Et de toutes les façons, les compétences, ils contribuent parce que quand il va effectuer un transfert, il va transférer gros, lui. Un médecin installé, un chirurgien installé, un ophtalmo installé à l'étranger, quand il vient en Algérie, eh ben, il va créer une clinique d'ophtalmo. Donc, ne vous en faites pas, vous avez encore une autre forme de compétence, de compensation. D'accord. Elle dit, bon, c'est une idée à prendre en considération. On verra ces transferts, comment ça se passe dans nos pays. Troisième thèse qui se développe, il faut arrêter de parler de flux des migrants. Il faut arrêter de parler de migration. La nouvelle thèse, il faut parler de mobilité. Parce que mobilité, vous savez, dans le concept de migration, de fuite, il y a un phénomène d'installation de l'autre côté. Tandis que dans la mobilité, l'installation est interdite. Alors on nous a inventé une nouvelle théorie, c'est la migration circulaire. C'est-à-dire il va là-bas, il va rester, il ne va pas s'installer durablement, mais il va revenir. Ce sont des allers-retours. On dit voilà une troisième forme de compensation. Alors vous, les pays du tiers-monde, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous avez des réseaux, vous avez transfert d'argent, vous avez aussi la circulation. D'accord. Et c'est vrai que l'Union européenne, par exemple, a mis en place quelques dispositifs qu'ils appellent de migration circulaire. C'est un peu comme les Chinois en Algérie. On les ramène pour travailler pour 2 ans et ensuite ils vont partir. Ils ne restent pas. Quelques-uns vont s'installer, mais pas tous. Alors pour vos compétences, ne vous en faites pas. Ils partent à l'étranger, ils vont rester quelques temps et ensuite ils vont revenir. La migration circulaire, moi j'en doute. On va voir les données globales sur la fuite de cerveau. Et qu'est-ce que j'ai observé dans les données de l'OCDE entre 2000 et 2010? Les premières statistiques de l'OCDE nous montrent qu'il y a une augmentation de migrants de niveau supérieur en Europe. Cette augmentation, est-ce que ça veut dire une fuite d'Algérie? Ou alors ce sont des enfants d'immigrés qui ont atteint le niveau supérieur? Donc il me fallait aller plus en profondeur. Je ne peux pas m'en rester là-dessus. Et l'OCDE nous donne de niveau supérieur, il ne me donne pas les diplômes. Niveau supérieur, ça peut être Bac plus 2. Effectivement, lorsque je regarde les taux de migrants maghrébins dans le pays de l'OCDE, je constate, dans le café. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour l'Algérie? Et les 5 pays. Pour l'Algérie, on était pratiquement 5%, on a dépassé les 20%. 5% en 90, je dis bien là, les données de l'OCDE, 5% de migrants qui avaient le niveau supérieur. Maintenant, dans notre population migrante, nous avons pratiquement 20%, 22% qui ont le niveau supérieur. Est-ce des gens d'ici qui sont partis ou des enfants d'immigrés qui ont grandi là-bas, qui ont accédé au niveau supérieur?
la Libye, vous voyez la perte de la Libye à plus de 40% dans les années 90, et avec la crise 2010, il y a une baisse en l'an 2000, mais 2010, ça remonte à plus de 35%. Bon, là, c'est compréhensible, la Libye, avec tout ce qui se passe depuis les dernières années, déjà, le pays s'est vidé de tous ses intellectuels, de tous ses cerveaux. Probablement, si on devait mettre la Syrie, on va voir la même chose. L'Irak, on va voir la même chose. Tous les cerveaux, maintenant, ils sont triés sur le volet. Quand l'Europe ou les États-Unis, ou encore d'autres pays européens, disent « je vais choisir les migrants », on va distribuer en quota, on va sélectionner comme du bétail qu'ils vont sélectionner. Quelles sont les belles têtes qu'ils vont prendre? Que ce soit le green card américain ou alors le blue card européen. C'est pour choisir les meilleurs talents, les meilleures compétences. Le Maroc poursuit, nous sommes pratiquement à 18% des Marocains qui sont de niveau supérieur. La Mauritanie s'est stagnée entre 2000 et 2010. La Tunisie, il y a une progression qui atteint pratiquement 20%. Dans les trois pays du Maghreb, hein, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, vous voyez la progression la plus importante, c'est au niveau d'Algérie. Pour moi, ce sont des premiers constats, mais insuffisants encore pour moi, pour aller de l'avant. Ce taux de croissance, comment ça s'est traduit? C'est-à-dire en 2000 et 2010, là vous voyez, c'est l'Algérie, le taux de croissance parmi les actifs. Là, j'ai la population de niveau supérieur, mais la population de niveau supérieur veut dire quoi? C'est-à-dire même s'il a 70 ans, même s'il est au chômage. Moi, je veux savoir les actifs. Et les actifs occupés que je veux comprendre. Ce sont des personnes en âge de travail ou qui cherchent à travailler. Alors pour l'Algérie, il est pratiquement assez faible, les actifs, et les actifs les plus importants qui ont connu forte progression, c'est en Libye, en Mauritanie et au Maroc. Donc l'Algérie, le taux de progression d'actifs est faible. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, même s'il y a une progression de niveau, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous de niveau, parce qu'ils sont en âge de travailler. Alors, là maintenant, on va faire un zoom. On va sortir de l'OCDE, on va rentrer en France. On va regarder, parce que là où est concentrée la majorité de nos migrants, plus de 85% sont en France, donc les données françaises vont nous éclairer davantage. Et là, dans l'ouvrage, je n'avais mis que l'Algérie. Là, j'ai ajouté 2 colonnes, la Tunisie et le Maroc. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez, j'ai pris le niveau supérieur, tous les niveaux supérieurs. Mais tous les niveaux, ça m'intéresse de le connaître. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont 2 niveaux. C'est-à-dire diplôme supérieur, Bac plus 2. Il est le plus important, 95 000. Docteur en santé, 17 000. Licence, 21 000. Des ingénieurs, 14 000. Bac plus 2 ans, 44 000. BTS, 17 000, total niveau universitaire, 139 000 pour l'Algérie. OK? Pour la Tunisie, vous pouvez voir aussi... Maroc comme l'Algérie? Plus ou moins. Hein? C'est pratiquement au même volume. Mais vous regardez les docteurs en médecine, 17 000. Tandis que Tunisie, c'est 5 000 et 5 000. Tunisie et Maroc, 5 000. Et dans l'ensemble, les 2 qui m'intéressent, c'est les médecins et les ingénieurs. OK? Donc, avec ces 2-là, vous cliquez là-dessus.
Là, j'ai mis en relief, regarde les deux volumes les plus importants pour moi. Hein. L'Algérie, dans l'ensemble du pays, c'est plus de docteurs en santé, 17 000. Et ça ne veut rien dire encore là. Le nombre n'est pas important pour moi. Je constate, le nombre est supérieur, mais pour calculer le brain drain, je dois connaître, mais qu'est-ce que ça représente par rapport aux médecins algériens. Hein? Que ce soit pour le Maroc et la Tunisie, c'est le même exercice qu'on va faire. Vas-y. Alors, il y a un collègue marocain, tunisien plutôt, lui, il m'a fait l'historique. Il m'a dit, regarde ce qui s'est passé pour l'Algérie. Les médecins du Maghreb, de 91 à 2007. Hein? Il m'a dit, à partir de 97, la Coupe Monde. Nous sommes pratiquement à la fin de la décennie. Les grèves, les grèves des médecins. Oui, oui. Alors, 97, regarde la courbe, en 2002, hein, ça atteint le pic à 2002 et ça continue jusqu'en 2004. Mais là aussi, pour moi, ça, ce sont des départs du nombre de médecins du Maghreb commence à évoluer. C'est intéressant et pour moi, le médecin en soi, de manière générale, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les spécialités. Là que je peux calculer l'indice, indice de brain drain, indice de fuite de cerveau. Là où il y a un pic pour l'Algérie, vous voyez comment j'ai essayé de superposer Maroc, l'Algérie et Tunisie. Donc, le tracé en rouge, les psychiatres atteignent pratiquement 30%. Autrement dit, sur 100 psychiatres algériens, il y en a 30 qui ont quitté l'Algérie. Je ne suis pas au niveau de licence, je ne suis pas avec les généralistes, je suis avec les spécialistes. Et qu'est-ce que j'ai mis des médecins? C'est un taux de brain drain des médecins maghrébins en France, exclusivement en France. Hein. Deuxième pic pour l'Algérie, les radiologues sont beaucoup plus importants que les Marocains. Troisième, c'est les ophtalmos algériens. Autrement dit, ce sont des spécialistes qui étaient en fonction ici en Algérie et qui sont partis. C'est là où on calcule le taux de brain drain, le taux de fuite. Alors, là c'est de manière globale. Je vais te montrer aussi, ces gens qui sont partis sont de niveau supérieur et ils sont en France. Les données de l'INSEE me permettent de calculer le niveau de la salaire. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre, clique là-dessus, peut-être il y a un petit cercle qui va apparaître, je ne sais pas. Au revoir. Alors, vous voyez, moins de 1500 €. Nous sommes pratiquement à 36% de maghrébins de niveau supérieur, d'Algériens, hein, migrants algériens de niveau supérieur qui sont sous-payés. Et je peux faire d'analyse en profondeur. Ils sont sous-payés pourquoi? Parce qu'ils travaillent à temps partiel, parce qu'ils sont embauchés comme vacataires, comme intérimaires. Ils sont embauchés dans des secteurs privés, dans des petits hôpitaux. Hein? Ça, c'est en termes de rémunération. Maintenant, le déclassement professionnel, vous allez voir aussi. C'est ce que j'ai ajouté. Déclassement professionnel, on dit, là, il y a un autre collègue qui m'a démontré le déclassement global pour les Algériens selon les 5 années, 2005 à 2008.
On m'a dit, si tu veux, on peut le faire pour 2012 aussi. On va voir le train. Là, il y a un autre collègue qui travaille là-dessus. Le taux de déclassement global, il tourne autour de 40%, 47%. Ils ont presque la moitié, ils sont déclassés. Et selon la nationalité du migrant, s'il est algérien, il est plus déclassé que les Algériens naturalisés. Selon la durée de séjour, ceux qui viennent d'arriver, moins de 3 ans, sont plus déclassés que les anciens. Selon le lieu d'obtention du diplôme, s'il a obtenu le diplôme en Algérie, il est plus déclassé que s'il a obtenu des diplômes en France. Selon le domaine de formation, sciences humaines, ils sont plus déclassés que les sciences technologiques. Selon la nature du diplôme, premier cycle sont déclassés, second cycle, 4 années de formation, 5 années de formation. Le déclassement est aussi important. Docteurs en santé, ça varie entre 11, 10, 18, 24% en 2008. Donc, un déclassement professionnel signifie quoi? Au Canada, aujourd'hui, des collègues me racontent qu'ils revenaient, ils me disent, si tu rentres dans un taxi, tu verras que la majorité des chauffeurs de taxi sont des médecins algériens. Au Canada. Alors, le gâchis, c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont les mieux payées en Algérie. Bien sûr, il y a eu la grève pour qu'ils ont obtenu. Aujourd'hui, c'est le top des salaires. Alors, ce n'est pas les salaires qui ont fait qu'ils ne sont pas payés. C'est autre chose. Peut-être qu'il faut chercher là une faute qualitative. Il faut aller vers les détails. Moi, je ne fais que vous donner un premier diagnostic, mais à travers des études qualitatives plus approfondies, là, on comprend les motivations qui sont derrière. Là, on va comprendre réellement. Ça peut être du n'importe quoi. Hein. Ça peut être comme je dis, un problème de sentimental. Eh oui. Problème très simple. Je doute. Un grand prof de mathématiques à Bobesoir, à Alger, prof en mathématiques, qui a publié dans des revues scientifiques, qui aujourd'hui est en train d'enseigner dans un collège moyen en France, je me demande pourquoi il a accepté ce déclassement. Bah, tout simplement parce qu'il est tombé amoureux d'une Française. Et voilà. C'est-à-dire, les questions sont très simples. On va chercher midi à 14 h. Ça peut être très simple. Ce n'est pas le salaire qui l'intéresse. Il a voulu faire sa vie de l'autre côté. Il s'est dit, mes enfants vont naître là-bas, ils vont grandir. Il pense aux enfants, qui peut-être en Algérie, ce n'est pas du tout les mêmes possibilités de reproduction sociale. Ce n'est pas parce que vous êtes enseignant aujourd'hui, vous êtes chercheur, que demain vous pouvez dire mon enfant peut devenir chercheur. Le risque, la peur de ne pas pouvoir se reproduire fait, ça aussi peut être une deuxième raison, mais ça, ce ne sont que des hypothèses de ma part. Hein. Parce que je raisonne en termes de cas, mais les études qualitatives peuvent démontrer quelle est la prédominance. Alors, le déclassement qu'on a vu en Algérie, mes collègues marocains vont démontrer la même chose pour les déclassements professionnels des migrants au Maroc. Déclassement professionnel, ça varie de pays en pays. Le taux de déclassement le plus important, c'est en Grèce, les Pays-Bas, pourtant là où il y a une forte communauté marocaine. Vous voyez, chaque pays, le taux de déclassement, le Qatar, c'est le moins déclassé. La Suède, le Koweït, la Suisse, le Canada, il est moins déclassé pour les Marocains. En France, le moyen, déclassement moyen,
des classements professionnels, hein, c'est-à-dire que le travail qu'il a fait ici, ce n'est pas le même travail qu'il fera là-bas. Un médecin spécialiste ici, là-bas, il sera infirmier. Ok? Deuxième phénomène que nos collègues marocains me ramènent à travers des études empiriques, il me dit, bon, voilà, pour un phénomène qui n'est pas unique au Maroc, on peut le faire aussi, si on fait des enquêtes peut-être, mais moi je n'ai pas des données, mais il m'a ramené les données. Il me dit la non-reconnaissance des diplômes. Vous savez, les diplômes algériens ne sont pas reconnus partout dans le monde, comme les diplômes marocains, vous voyez, toujours la Grèce qui ne reconnaît pas le diplôme des Marocains, quel que soit le diplôme, hein, pratiquement à 100%. Hein. Tandis que les autres, bon, ça varie entre pratiquement 10%, 15%, et ça monte en Suisse, au Koweït. Alors, vous voyez le contraste. Tout à l'heure, on a dit, le déclassement professionnel est moins, non reconnaissance diplôme est plus. Qu'est-ce qui explique ça? Le diplôme n'est pas reconnu, mais il va occuper la même fonction, c'est-à-dire il n'est pas déclassé professionnellement. Mais son diplôme n'est pas reconnu, ce qui veut dire qu'il sera sous-payé. C'est tout. Alors voilà brièvement hein, ce que j'ai retiré comme grand axe de cet ouvrage, mais je suis sûr que vous trouverez d'autres éléments qui vous intéressent dans cet ouvrage. J'en ai ramené quelques exemplaires qui sont au niveau du CRAS pour ceux qui veulent s'en procurer. Et là, ce n'est qu'un premier travail. Et là, moi, j'aurais souhaité qu'on va plus loin. Vous parlez actuellement, l'un des éléments aussi qu'on met en lumière dans cet ouvrage, de dire diaspora. On parle de fuite de cerveau, on parle de migrants scientifiques. Aujourd'hui, on est en train de parler de diaspora maghrébine. Un autre concept qui n'est pas du tout la même chose. Et qui n'est pas réservé seulement aux scientifiques. Actuellement, on est passé à un autre concept, ce sont les élites. Les élites, ça implique aussi des élites politiques, ça des politiciens. Eh oui, nous avons pas mal de ministres ou de premiers ministres qui sont de l'autre côté. Des hommes d'affaires qui sont passés de l'autre côté, dans le social. Vous avez dans la culture, eh oui, nos grands vedettes sont où? Sont devenus des stars mondiaux, mais pour l'Algérie, c'est une perte. Et d'autres talents aussi, on peut parler des artistes, des sportifs. Donc la bataille actuellement au niveau du monde, ce qu'on met en relief, le XXe siècle, a été la lutte partout dans le monde pour le transfert technologique, c'est le hard. 21e siècle, c'est le soft qui devient la lutte. On va chercher les cerveaux là où on les trouve. Les multinationales vont les prendre sans état d'âme. Sans état d'âme, sans éthique. Si demain il peut vider votre hôpital, il le vide. Il ne cherche pas à savoir votre nécessité, la santé dans votre pays. Il a besoin de vos ingénieurs, ils les prennent. Et quand il n'en a plus besoin, ah ben, comme certains pays maintenant qui disent on va même les enlever la nationalité. Ils vont perdre même la nationalité. Ça, en termes, la réflexion doit aller vers plus large maintenant que parler des scientifiques, mais toucher aussi les autres talents qu'on est en train de perdre, qui sont devenus des artistes, qui sont devenus des sportifs, des grands journalistes qui font la vedette dans des chaînes étrangères. Tout ça, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau.
les États-Unis, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, a pompé que les plus grands scientifiques allemands pour pouvoir s'ériger en superpuissance. Donc là, maintenant, nous sommes arrivés à un stade, nous aussi, on est en train de former, mais si le marché du travail ne fonctionne pas comme il faut, si on ne fait pas pour maintenir, la question que je me pose, aujourd'hui, on a 50 000 étudiants inscrits en doctorat. La fonction publique, on nous dit, c'est en train de réduire. On ne peut pas recruter comme dans le passé. Le secteur privé, il n'a pas besoin des docteurs, il a besoin des mécaniciens, des techniciens. Ces docteurs vont aller où? À vous de trouver les réponses dans les années à venir. On n'en est pas encore là. Mais la crise qui commence maintenant, si ça dure, on va se trouver probablement comme en Égypte, avec des docteurs, des PhD, qui deviennent des buralistes. Ils sont en train de vendre des cacahuètes. Deuxième élément qui me semble aussi important, en termes de perspective, transfert de migrants. Tout le monde en parle, ces transferts c'est important, que ce soit pour le Maroc, on dit c'est très important, l'Algérie, Choya, la Tunisie, c'est important, on nous dit oui, il faut améliorer les transferts, réduire les coûts. L'Algérie doit augmenter sa capacité d'attirer les transferts d'argent, que les compétences amènent. Et moi je me pose la question, actuellement quand je regarde le bilan de la Banque d'Algérie, 90% des transferts, sur les 2 milliards qu'on reçoit actuellement, 90% sont le fait des retraités. Ces retraités vont disparaître. Et après, ils vont retraiter. Ils vont disparaître au cas. De toutes les façons, nul n'est immortel. Et après, quel transfert va-t-on avoir? On va attendre que la charité. C'est-à-dire que de temps en temps, nos compétences vont venir pour donner un cours à l'université, pour faire une opération. Donc le tarissement des transferts est une hypothèse forte si je prends appui sur le profil démographique des migrants rémiseurs. Je dis bien migrants rémiseurs parce que tous les migrants ne procèdent pas au transfert. La faible part qui est en train de transférer actuellement, alors l'une des hypothèses qui me semble assez forte aussi, je regardais sur les 10 dernières années les statistiques de la Banque d'Algérie, je trouvais que les salariés algériens à l'étranger, ils transféraient à la hauteur de 10%, hein, c'est-à-dire les salariés transféraient vers l'Algérie environ 200 000 dollars chaque année. J'ai constaté que c'est en train de décliner. Et qu'est-ce qui est en train d'augmenter? C'est les transferts de l'Algérie vers l'étranger. Autrement dit, il y a un croisement des ratios. Les transferts de nos travailleurs étrangers vers l'Algérie est en train de baisser, les transferts des travailleurs étrangers d'Algérie est en train d'augmenter. Si cette tendance se poursuit, ce qui veut dire qu'on est dans un solde négatif pour le transfert de rémunération des salariés. Avec la retraite qui disparaît, réduction parce qu'on ne veut plus travailler, on préfère faire travailler les Chinois, ah ben ça a un prix. Donc maintenant, on nous dit, l'analyse des discours politiques actuellement, que ce soit au Maghreb, que ce soit un peu partout dans le monde,
et dit comment transformer les transferts de fonds en investissement. Il nous dit avec ces transferts, on peut créer des entreprises. Est-ce que vous imaginez des retraités qui reçoivent quelques centimes, même si c'est assez important, il va investir en Algérie dans un système productif pour créer de la richesse? Alors pour moi c'est un autre défi, croire que la diaspora va venir investir en Algérie. Oui, il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Nos migrants qui sont à l'étranger, certains sont venus investir en Algérie. Mais lorsqu'ils investissent en Algérie, ce n'est pas le transfert d'argent. Ces deux concepts sont totalement distincts. Transfert d'argent, ces transferts sont contrepartie. Quand quelqu'un il envoie 1000 € à sa famille n'est en train de vendre à rien à l'étranger. Mais investissement, c'est du business. S'il investit, ce n'est pas pour perdre, c'est pour gagner et pour pouvoir réexporter ses bénéfices. Donc la bataille de notre diaspora maintenant de dire oui, on souhaite venir investir en Algérie, bénéficier du marché algérien. Mais il négocie aussi le retour sur l'investissement. Autrement dit, pouvoir réexporter ses dividendes. Voilà les trois pistes qui me semblent intéressantes pour poursuivre un peu cette analyse. Donc là, ce n'est qu'un début, une première étude, mais c'est tout un chantier devant les perspectives. Je ne suis pas trop pessimiste, mais j'essaie de poser des réserves, de dire attention, c'est la lettre qui est donnée. On forme, on investit dans le capital humain. Il y en a des collègues qui me disent attention, ce brain peut devenir un brain gain. Mais attention, cette théorie de brain gain signifie quoi? La logique derrière cette théorie de brain gain, c'est quoi? Je vais terminer là-dessus. Je prends le cas des psychiatres. Cette théorie nous dit, quand vous laissez partir les psychiatres d'Algérie, parce que la psychiatrie c'est un métier noble à l'étranger, et ce sont des consultations les plus chères à l'étranger. Puisque ce sont des métiers nobles, des métiers les plus brisés à l'étranger, ce qui veut dire au niveau local, vous aurez plus d'étudiants qui vont aller vers la psychiatrie. Voilà le gain que vous pouvez attendre. Mais est-ce vrai chez nous? Sachant tout le système, si vous voulez, de sélection pour aller vers la médecine. Et encore pour monter vers la psychiatrie. C'est pas évident. Le brain gain, pour moi, c'est un jeu de l'esprit. Ce peut que ça se démontrer, c'est vrai. Les Tunisiens sont en train de jouer là-dessus. Les Tunisiens aujourd'hui, il y a 2 mois de cela, je viens de recevoir une consultation d'une agence tunisienne qui me demandait, nous on est en train en Tunisie, ils sont en train de travailler pour exporter les compétences. Ils veulent faire comme les Chinois. Mais la culture chinoise est différente de la culture arabe ou berbère. Nous sommes dans 2 logiques culturelles différentes. Le Chinois, quand il va à l'étranger, il restera solidaire avec sa communauté. Nos Maghrébins, quand ils partent à l'étranger, la solidarité n'existe plus. Ils peuvent s'entretuer pour pouvoir percer.
Et il sera le plus difficile pour un Maghrébin qui a réussi à côté d'accueillir un deuxième Maghrébin. Il va le voir comme étant plus en concurrence. Sauf peut-être, comme je discutais tout à l'heure, si on compare la culture chinoise avec la culture mozambique. Oui, la solidarité échoue pour certaines communautés. Même les solidarités qu'on a toujours crues en Algérie, des Kabyles de l'immigration ne jouent plus de la même manière. Donc voilà quelques pistes et quelques réflexions peut-être sur lesquelles on pourra encore discuter, on pourra encore travailler. Là, je vous passe la balle. Moi, j'ai terminé. Là, j'ai terminé ce que je pouvais faire, ce que j'ai pu faire. C'est un petit travail, c'est pas grand-chose. Mais je pense avoir porté des éléments de réflexion qui peuvent aider non seulement nos chercheurs à aller de l'avant, mais aussi à nos décideurs de prendre les décisions qu'il faut. Je vous remercie.